Bonjour mes amis investisseurs, aujourd'hui je vais parler des caractéristiques de toutes les ETF. Je vais parler de la diversification, la différence entre un ETF physique et un ETF synthétique. Je vais parler aussi des frais et toutes les caractéristiques qui vont nous donner les inconvénients et les avantages à la fin de la vidéo. Si vous êtes débutant ou même expérimenté, je vais vous donner des informations qui sont très importantes et je vais vous montrer certaines études qui ne sont pas à la connaissance de la grande majorité du public investisseur. N'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo et partagez avec vos amis. Maintenant, on attaque les sujets. La manière plus facile de définir un ETF, c'est comme un actif panier. Imaginez qu'à la place d'acheter une action ou deux actions ou faire un portefeuille avec 10 actions, vous achetez un seul actif, qui c'est l'ETF, avec déjà beaucoup d'actifs dedans. Par exemple, vous pouvez acheter l'ETF CAC 40 et vous allez trouver dedans les 40 entreprises du CAC 40. Donc avec un seul actif, vous pouvez acheter déjà 40 entreprises. Normalement, les ETF vont suivre un indice de marché. Comme j'ai expliqué, elles peuvent suivre les CAC 40, elles peuvent suivre aussi l'indice S&P 500 aux États-Unis ou même les Nasdaq. Imaginez que vous pouvez investir d'un seul coup sur les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. C'est ça que vous allez faire si vous achetez l'ETF S&P 500 qui représente les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Mais vous n'allez pas trouver que des ETF sur des marchés développés. Vous pouvez acheter des ETF des pays émergents comme Brésil, Russie, Afrique du Sud, Turquie, etc. Mais les ETF ne sont pas limités à suivre un indice de marché. Elles peuvent suivre même un secteur ou une niche très spécifique de marché. Par exemple, vous pouvez acheter un ETF d'intelligence artificielle. Ça veut dire que dans ces paniers d'actions, vous allez trouver seulement des entreprises liées au marché d'intelligence artificielle. Pareil pour énergie renouvelable, etc. Donc s'il y a un secteur qui vous attire l'attention, vous pouvez investir que sur ces secteurs. Par exemple, si vous pensez qu'après la crise, les marchés des luxe vont être bénéficiés, vous pouvez investir sur un ETF où vous allez trouver dedans Kering et Louis Vuitton par exemple. En fait, comme l'ETF c'est un actif financier, il est un produit financier, normalement en France on est client d'Elixir ou Amundi, qui sont les entreprises qui font le management des ETF. On peut investir avec BNP aussi, mais laisse tomber, les frais, on va revenir sur ces sujets après. Donc pour créer un ETF, l'entreprise peut utiliser ce qu'on appelle des ETF physiques. Imaginez pour les CAC 40, on a 40 entreprises. Ce qu'une entreprise financière, comme par exemple Amundi va faire, c'est d'acheter proportionnellement chaque entreprise qui représente les CAC 40 et maintenir dans un panier où l'investisseur va investir d'un seul coup sur les 40 entreprises du CAC 40. Cette manière, on appelle physique parce que l'entreprise financière est vraiment en train d'acheter les actions des entreprises qui sont dans l'indice de référence. Mais on a aussi les ETF synthétiques. Et en fait, dans les marchés français, la majorité des ETF sont des ETF synthétiques. Et pourquoi synthétique? Parce qu'en fait, les entreprises vont utiliser les swaps, qui sont des contrats futurs, pour représenter l'indice de référence. Et les risques dans ce type d'ETF, c'est lié en fait aux contrats futurs et ce type de dérivés. Mais vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo spécifique par rapport à la différence entre ETF physique et ETF synthétique. Il faut juste savoir qu'il y a l'ETF physique où on a vraiment les actions dans les paniers et l'ETF synthétique où on a une représentation de ces entreprises dans les paniers. Ils vont utiliser des autres produits financiers qui sont disponibles dans les marchés, qui ne sont pas vraiment les actions des entreprises. Et bien sûr, quand on parle d'investissement en France, normalement on parle des PA, c'est les plans d'épargne action. Et normalement on est un peu limité sur l'investissement dans les PA. Par exemple, pour investir dans les PA, l'entreprise elle doit avoir sa siège social en Union européenne. Donc vous pouvez penser comment je peux acheter un panier d'actions aux États-Unis. En fait, l'entreprise comme Amundi, qui a la siège sociale en Europe, elle va utiliser des ETF synthétiques, ça veut dire des produits dérivés en Europe, pour représenter, avoir une corrélation les plus proches des 1 avec l'indice des références. Comment ça marche les frais pour les ETF? Les premiers types en fait, ce sont les frais qu'on paye directement au courtier. Quand vous allez acheter une action, par exemple chez Bourse Direct, c'est un achat de moins de 500 €, vous allez payer 1 € par achat. Pour les ETF, c'est la même chose. C'est comme si vous achetez une action, vous allez vendre une action. Le deuxième type de frais, c'est les frais que vous allez payer à l'entreprise qui fait la détention de l'ETF, que ce soit Amundi ou Elixir comme j'avais expliqué avant. Normalement, les frais, ils restent entre 0,15 et 1%. On va considérer que 0,8, 0,7%, c'est la limite qu'on accepte de payer pour ne pas nuire la rentabilité à long terme de notre investissement. Pour certains types d'ETF, il y a encore un troisième frais, c'est le frais d'entrée. Ça veut dire que vous allez investir 1000 € et l'entreprise financière, elle va prendre une partie de cet argent pour des frais administratifs. Par exemple, je vais vous montrer ces graphiques ici, où vous pouvez voir que c'est la courbe d'investissement sur les small caps nordiques. Ça veut dire que c'est un panier d'actions qui va suivre l'indice des références des petites capitalisations des pays nordiques. Vous pouvez voir que les actions des petites capitalisations nordiques, elles sont bien rentables à long terme. Surtout la Suède, c'est un pays où il y a énormément d'opportunités d'investissement. Comme vous pouvez voir dans ces tableaux, on a un frais d'entrée de 3%, on a des frais courants de 2,2%. Du coup, sur la première année d'investissement, vous allez commencer déjà 5,2% négatifs sur ce type d'investissement. Sachez que les frais à long terme ne sont pas négligeables. Si l'ETF il dépasse des 0,8 ou 0,9% par an des frais, ça commence à devenir cher. Vous pouvez trouver des bons ETF avec 0,2 ou 0,3 des frais, comme c'est le cas de plusieurs types d'ETF chez Elixir et chez Amundi. Si les mecs chez BNP regardent cette vidéo, ils vont me faire chier.
Quand on parle d'ETF, on parle de diversification aussi. Imaginez que vous allez investir à travers d'un PEA, du coup vous allez investir plutôt sur les entreprises françaises. Mais vous êtes d'accord qu'on n'est pas bien diversifié ni en termes de monnaie, ni en termes géographiques. C'est pour ça qu'on peut utiliser les ETF pour investir par exemple sur les marchés américains, sur les marchés émergents, sur les marchés japonais, etc. Toujours l'histoire de ne pas mettre les œufs sur le même panier. Et si on parle de diversification, il faut qu'on parle de décorrélation. Décorrélation, c'est un mot qui n'est pas très utilisé entre les particuliers, mais c'est très important à connaître. Imaginez deux entreprises qui sont corrélationnées. Ces entreprises, elles vont avoir les mêmes comportements. Et ce qu'on souhaite pour un bon portefeuille diversifié, c'est des entreprises de différents secteurs qui ne sont pas corrélationnées. De cette manière, vous allez diminuer la volatilité du portefeuille, car il y aura des moments où une entreprise peut perdre de la valeur, pendant que l'autre va subir une hausse du marché. Je vais vous montrer cette image ici. Vous pouvez voir la courbe des corrélations entre les marchés du CAC 40 et l'ETF Monde, où on a 1200 entreprises du monde entier dedans. Vous pouvez voir qu'il y a des périodes où les marchés sont corrélationnés et des périodes qui ne sont pas corrélationnés. Cela va diminuer la volatilité et peut même augmenter la rentabilité du portefeuille. Vous n'allez pas avoir le risque d'investir sur une même région et sur la même devise. Quand on parle de diversification aussi, il faut qu'on parle des biais géographiques. Regardez ici cette image qui montre les poids de chaque pays dans la bourse mondiale, en rouge, et la proportion des personnes de ces pays qui investissent dans les pays où ils habitent. Donc par exemple pour la France, on a que la France elle pèse plus ou moins 5% du marché mondial. Par contre, la France, elle représente 80% du portefeuille de tous les investisseurs en France. Ça veut dire que l'investisseur français, il a la tendance de surpondérer la France dans les portefeuilles. Mais pour quelles raisons? Bien sûr, on a certaines raisons comme par exemple, je connais mieux l'économie française, je connais mieux la marque, je peux acheter chez Carrefour, du coup je connais l'action, je peux acheter une voiture Renault, etc. Mais ça ne justifie pas d'avoir un portefeuille entièrement placé dans les mêmes pays. Parce qu'on ne sait jamais quand une crise systématique peut toucher exactement seulement les marchés où notre argent il est placé. Quand on parle de la rentabilité d'un ETF, on est en train de parler des gains et des retours sur l'investissement sur un certain indice. Imaginez que vous investissez sur l'indice CAC 40, vous allez suivre la courbe du CAC 40, comme par exemple celle-là. Par contre, notre investisseur a décidé de mettre tout son argent sur l'ETF SP 500. Donc son investissement il va suivre cette courbe-là. Vous pouvez voir aussi des portefeuilles d'ETF. J'ai déjà fait une autre vidéo en train de montrer plusieurs types de portefeuilles d'ETF. J'ai fait une étude des rentabilités sur des périodes de 20 ans et 30 ans. Je vais laisser les liens ci-dessous la vidéo et sur les cartes ci-dessous. Bref, la rentabilité de l'ETF va dépendre de votre portefeuille d'ETF ou le seul ETF que vous avez choisi pour investir. Où je peux trouver les types d'ETF et comment je peux chercher les ETF. Vous pouvez aller directement sur les sites de Lixer, sur la partie produits ou sur les sites d'Amundi, sur la partie produits et chercher les types d'ETF qui vous intéressent. Avant de parler des avantages et inconvénients, il faut qu'on parle des ETF à effet levier. Imaginez, comme je vous avais dit, vous achetez l'ETF CAC 40. Donc, votre investissement il va suivre l'indice CAC 40 de la même façon. Mais dans les marchés, on a l'option d'acheter des ETF avec effet levier. Ça veut dire qu'on peut acheter un effet levier de 2 fois l'indice de référence. Ça veut dire que si le CAC 40 va monter 1%, votre investissement il va monter 2%. Si les marchés français avec les CAC 40 chutent 4%, votre investissement va chuter 8% avec ce type d'ETF. Je vais faire aussi une vidéo en train d'expliquer la caractéristique de ces types d'investissement à effet de levier. Vous allez trouver aussi des ETF avec des effets leviers et sens inverse, comme par exemple les BX4. Si les marchés CAC 40 va monter 2%, les BX4 va faire votre investissement tomber 4% et vice versa. Donc, pour faire le résumé de cette vidéo, je vais donner les avantages, les inconvénients des ETF. Premier avantage, c'est la diversification. Pouvoir investir sur plusieurs pays avec un seul actif. Deuxième avantage avec les ETF, c'est les buy and hold ou la rente passive. Vous pouvez acheter des actions à chaque mois avec un seul panier déjà bien diversifié. Pour ceux qui vont débuter dans la bourse, commencer avec les ETF, c'est un bon choix. Vous allez commencer déjà diversifié avec des frais réduits et vous allez investir sur plusieurs entreprises d'une forme simple, en train d'acheter un seul actif. Bien sûr, investir sur un ETF, c'est plutôt plus facile que choisir un portefeuille d'actions. C'est pour ça qu'un troisième avantage, c'est la gestion du portefeuille avec un ETF, c'est beaucoup plus facile. Du coup, pour rééquilibrer les portefeuilles, va être beaucoup plus simple. Vous pouvez avoir même un seul ETF monde dans les portefeuilles. Parlons des inconvénients des ETF. Les premiers, c'est la volatilité. Mais bien sûr, si vous êtes dans les marchés boursiers, la baisse et la hausse quotidienne de vos investissements, ça va être une réalité. Deuxième inconvénient, c'est que vous n'allez jamais battre les marchés. Battre les marchés, c'est faire mieux que les marchés. Imaginez que le CAC 40 l'année passée, il a fait 25% positif. Battre les marchés, c'est avoir un portefeuille qui va faire 30%, 35% ou 40%. Sachez que c'est très difficile de battre les marchés. Mais avec les ETF, vous n'allez jamais avoir la possibilité car vous allez faire la même chose que les marchés. Vous allez suivre l'indice des références que vous avez acheté. Un troisième inconvénient, c'est qu'en France, on a plutôt des ETF synthétiques.
et les ETF synthétiques, il y a un peu plus de risques que les ETF physiques. Si vous êtes intéressé, laissez un commentaire, je vais faire une vidéo dédiée à cette différence. Le quatrième inconvénient sont les frais. Donc faites attention de rester toujours entre les frais des 0 à 0,8% par an. Ce sont des valeurs déjà bien acceptables. Donc là, on vient de faire un tour par rapport au sujet des ETF. Un sujet très intéressant pour les débutants, pour commencer déjà bien diversifié. Une façon de faire une bonne diversification aussi, de viser sur certains marchés pour les plus expérimentés. Pour aujourd'hui, ça sera tout. Je m'appelle Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.